Alors, merci aussi de votre présence et puis de m'accueillir aujourd'hui. C'est un petit peu inattendu parce que l'approche va être, vous allez le voir, un petit peu différente de celle de Jackie parce que d'abord elle est plus récente, beaucoup plus récente. D'autre part, l'angle d'approche n'est pas le même. Deux mots quand même d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je m'appelle Didier Bertoli et je suis... Alors, bon, c'est un peu fourre-tout. Quand on ne sait pas comment appeler les gens, on les appelle chargés de mission, chefs de projet, tout un tas de trucs comme ça. Voilà. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Bon, et moi j'aime plutôt me qualifier d'agent de développement parce que mon métier c'est plutôt le développement local. Le développement local c'est pas quelque chose de très bien perçu ou qu'on se représente bien dans les collectivités territoriales ou les intercommunalités. Bon. Mais bon, moi, l'approche de mon métier, c'est celle du développement local, donc c'est comme ça que je préfère me qualifier. Et je travaille beaucoup sur les questions agricoles et un tout petit peu sur les questions culturelles dans mon agglo, parce que les questions culturelles, c'est pas vraiment une compétence généralisée. Mais bon. Alors, je travaillais il y a quelques années encore, mis à disposition du syndicat mixte du pays de Tulle, avant de réintégrer, entre guillemets, la communauté d'agglo de Tulle. Et à ce moment-là, déjà, j'essayais d'attirer l'attention des élus sur les problématiques agricoles, qui étaient, selon ce que je percevais, importantes à considérer. Et puis, bon, mais c'est très difficile. Je sentais qu'il y avait des obstacles politiques, ou bref, je n'arrivais pas bien à cerner. Est arrivé le moment du recensement agricole de 2010, donc qui a commencé à produire des résultats peu de temps après. Et je me suis évidemment servi de ça pour enfoncer le clou. Et là, bon, on m'a proposé de présenter un rapport, un petit état des lieux, et ce que j'ai fait devant la commission économique de l'agglo à l'époque, de la communauté de communes qui n'était pas encore communauté d'agglomération. Et là, bon, ça a fait tilt parce que la commission économique a considéré que oui, il y avait peut-être matière à réfléchir un petit peu. Donc on a constitué un groupe d'élus. On était vraiment à la fin de la mandature précédente. Donc tout à fait vers la fin 2012, on a constitué un groupe d'élus intéressés, des gens qui étaient plus ou moins concernés par les questions agricoles, directement ou indirectement, puis d'autres complètement profanes. Groupe d'élus qui n'étaient pas nécessairement des délégués de l'agglo ou de la communauté de communes à l'époque, mais qui étaient parfois de simples conseillers municipaux. Donc c'était une sorte de commission, pas de commission, mais de groupe de travail ad hoc. Et pendant un an, avant de faire appel à quiconque d'extérieur, on a essayé de se forger une représentation ou des représentations à peu près partagées de ce que pouvait être l'agriculture locale. Et là, on faisait des réunions de 3-4 heures, une fois par mois. Le soir, c'était très prenant. Et ça marchait bien parce qu'il y avait une très bonne participation. Et puis très vite, on est arrivé à inviter des personnalités extérieures pour être éclairées par des banquiers, par la Chambre d'agriculture, par des syndicalistes, par les services de l'État, etc., etc. Et comme ça, on a pu vraiment accumuler un certain nombre d'informations, d'analyses, de perceptions qui nous ont permis d'aller déjà d'amorcer et d'envisager déjà des pistes de travail. Puis arrivait la fin du mandat précédent, et là on se demandait vraiment si on allait pouvoir franchir le pas avec l'équipe qui allait suivre, sur le plan politique, avec les élus. D'anciens conseillers donc, ne se représentant pas, etc. Donc renouvellement. Et puis 2014 est arrivé, il y a eu toute cette période de creux, là, période préélectorale, puis ensuite période post-électorale, pendant laquelle les choses se mettent en place, et l'agriculture n'était pas vraiment une priorité, donc il y avait d'autres choses plus importantes et plus prioritaires, donc il a fallu bien attendre 6 mois et l'automne arriver pour pouvoir recommencer à travailler. Puis en fait, ça s'est très très bien passé, on a pu passer le relais tout à fait convenablement, avec même un petit déclic, puisque
le bureau de l'agglo à l'époque donc a commencé vraiment à s'intéresser pour une partie des membres du bureau à ces questions-là. Alors, un mot quand même de ce que c'est la communauté, ce que représente le territoire de l'agglo de Tulle. Aujourd'hui, c'est 37 communes. Demain, c'est-à-dire 2017, ça sera 45 communes. Donc aujourd'hui, disons un petit peu moins de 42 000 habitants. Demain, autour de 44 500 habitants. Donc on ne va pas modifier de manière substantielle la réalité de l'agglo d'aujourd'hui. Donc on est une petite structure intercommunale, comme agglo, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, je fais attention parce que je suis filmé, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, mais on n'a pas sur ce territoire-là de culture de développement local. Pourquoi ? Parce que on a été longtemps, la ville-centre c'est Tulle, qui est ville-préfecture aussi. Mais ce n'est que 15 000 habitants. Donc c'est pas grand-chose. Évidemment, tous les jours, il y arrive du monde, parce qu'il y a ville-préfecture, service du département, etc. L'hôpital, tout ça, ça fait arriver du monde de l'extérieur, mais somme toute, ça n'est que 15 000 habitants. Il y a eu plus, hein, il y a eu jusqu'à plus de 20 000 habitants, il y a encore pas si longtemps que ça. Mais pourquoi ça n'a pas une culture de développement local ? Parce que on a été depuis longtemps habitué à une économie administrée, du fait de l'administration elle-même, mais du fait aussi de son industrie, d'une partie importante de son industrie, puisqu'on avait à Tulle une manufacture d'armes, la MAT à l'époque, manufacture d'armes de Tulle, qui datait pour ses origines de l'Ancien Régime, hein. Donc c'est quelque chose de très ancien et qui est une usine donc, qui était par définition donc, qui travaillait dans l'armement avec de nombreux salariés, de nombreux ouvriers, mais c'était une manufacture d'État. Voilà. Et lors de la restructuration au niveau national de l'armement, en particulier, donc on est au tournant des années 90, évidemment ça a pris tout le monde, non pas un petit peu au dépourvu quand même. Et toute cette période-là a été alimentée aussi par des fonds spécifiques à la restructuration. Donc on a été comme ça arrosé régulièrement jusqu'à une période pas si lointaine. Il y avait une espèce de rente, toute proportion gardée, de rente de situation par rapport à tout ça. Donc après tout, il n'y avait pas besoin de se préoccuper trop de se prendre en main, quoi, en quelque sorte. A fortiori, la Manu, mais pas que, puisque ça s'appelait comme ça, la Manu, occupait pas mal de paysans qui étaient double actifs. Voilà. Et ça, c'est un facteur, une caractéristique qui finalement, on a pu s'en rendre compte récemment, puisqu'on est en train de faire un diagnostic agricole et foncier, persistait. C'est une caractéristique qui persiste encore aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà, l'agriculture, pour de multiples raisons, et Jacques le disait tout à l'heure, ça n'était pas une préoccupation politique, c'était hors champ politique local. Pourquoi ? Parce que politique européenne, d'État, co-gestion avec la profession, et principalement le syndicat majoritaire, des campagnes, comme c'est noté là dans la diapo, des campagnes qui ne changent pas beaucoup. Il y a toujours des animaux dans les prés, il y a toujours quelque chose qui est en apparence immuable. Et puis des élus aussi, des acteurs politiques qui sont de plus en plus éloignés, malgré l'importance du tissu rural et des communes rurales sur ce territoire-là, qui sont de plus en plus éloignés des milieux agricoles à proprement parler, dans les catégories socio-professionnelles représentées, puisque dans l'ancienne mandature comme dans la présente mandature, les agriculteurs se comptent, on n'a pas besoin de tous les doigts de la main pour les compter, sur aujourd'hui 87 conseillers communautaires. Donc ils sont assez peu présents, et même dans les équipes municipales, ils sont encore présents, mais pas tant que ça, quoi. Voilà. Donc peu enclins, les élus, à se préoccuper de ces questions-là. Il a fallu quand même qu'un petit nombre d'élus sur lesquels on a pu s'appuyer prennent les choses en main et considèrent qu'il y avait matière à travailler. Et comme on le disait tout à l'heure, à midi, là, il y a souvent des personnes qui sont un petit peu investies ou qui prennent à bras le corps les choses et qui ont un petit peu de charisme,
S'il n'y a pas ça, c'est difficile parfois de faire passer des projets, de les inscrire à l'agenda politique, etc. Donc on est aujourd'hui dans une situation où la préoccupation agricole est une préoccupation très récente, mais on essaie, alors moi je n'aime pas parler de retard, mais admettons qu'on soit en retard, on essaie en tout cas de le rattraper, ou du moins de mettre les bouchées doubles sur ces questions-là. Voilà, alors pour l'état des lieux, quelques diapos rapides, hein, il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir, mais qui permettent d'illustrer le propos. Vous voyez la courbe démographique, hein, il y a juste dans les années 2000, comme vous pouvez le voir, où on a pu avoir un petit regain de population, comme c'était un petit peu partout d'ailleurs dans les milieux ruraux français, mais c'est très très fragile, hein. Vous voyez que depuis ces dernières années, on est de nouveau dans une dynamique pas très positive, et on a vraiment une démographie très fragile, tant au niveau de la population sur le plan quantitatif, que de l'âge évidemment de la population, puisque on a une population qui est vieillissante également, hein. Territoire rural, oui, bien sûr. Faible densité, relativement faible. Alors bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on est un petit peu au-dessus de la moyenne en densité, un petit peu au-dessus de la moyenne départementale, parce qu'on a tout un secteur, le secteur est du département de la Corrèze. Alors, l'agglo, c'est au centre, hein. En gros, au centre de la Corrèze, on va dire que c'est la moyenne Corrèze. Toute la partie est, nord-est de la Corrèze, ce sont des densités très très faibles, hein. Voilà. Donc, situation sur le plan démographique assez préoccupante, hein. Alors là, sur le plan agricole, vous voyez le tableau. Bon, aujourd'hui, on a 30 000 hectares en gros de surface agricole utile. On a à peu près autant d'espaces forestiers, hein, à quelque chose près. On a encore, je dirais, 600 exploitations sur le territoire. C'est un nombre qui tend évidemment à diminuer, et qui continue de diminuer, même si la courbe s'infléchit légèrement, mais elle est toujours orientée à la baisse. Comme on a relativement peu de structures en société, de structures agricoles en société, ça ne fait que 1,2 exploitants par exploitation. Donc là, vous voyez, 52 hectares, c'est la moyenne approximative de la surface par exploitation, hein. Donc tendance, alors plutôt qu'à la disparition, en tout cas à la nette diminution des exploitations. Vous voyez même, on a une petite comparaison là entre la Corrèze, entre Tullaglo, Corrèze et France. On est en dessous, on perd plus vite, on perd plus d'exploitations que la Corrèze en moyenne, et évidemment a fortiori même qu'en France au niveau général. Alors les installations, ça aussi c'est un vrai problème, mais a fortiori pour nous, sur notre territoire, on a une dynamique d'installation qui est relativement faible, avec un profil des installations qui tend à évoluer. C'est-à-dire, bon, là vous voyez en Corrèze, on a à peu près, je sais pas, un rythme de 80 par an environ, mais je dirais que c'est plutôt en ce moment plutôt de l'ordre de 70, hein, par an, ces dernières années. Et chez nous, sur le territoire, Tullaglo, à proprement parler, donc je disais 30 000 hectares, on a, disons, selon les années, entre 8 et 12 installations. Alors là, on va dire entre 8 et 12 installations aidées. En vérité, on en a peut-être un petit peu plus, parce qu'il y a aussi des installations non aidées, c'est-à-dire qui ne passent pas par la dotation jeune agriculteur en particulier, parce que soit que ça ne répond pas aux critères d'âge, ou soit que ça ne répond pas aux critères techniques, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, disons qu'on en a peut-être un petit peu plus. Alors, l'évolution de ces caractéristiques en termes d'installation, c'est qu'il y a toujours des installations par filiation, c'est-à-dire des enfants d'agriculteurs qui prennent la succession, voire des neveux ou des petits-enfants, etc. Mais de plus en plus, et ça tend à s'équilibrer maintenant, avec une courbe croissante pour les installations hors cadre familial, c'est-à-dire des gens qui s'installent, qui ne sont pas du milieu agricole, ou qui, en tout cas,
qui ne viennent pas s'installer suite à un parent qui arrête son activité. Et bien souvent, et de plus en plus souvent, ce ne sont pas effectivement des gens du milieu agricole qui viennent s'installer. Alors ceux-là, ils ne s'installent pas sur des exploitations. Dans les productions dominantes chez nous, vous allez voir, ils s'installent sur des productions plutôt, sur d'autres exploitations plus diversifiantes. Alors, autre préoccupation, et ça n'est qu'une des préoccupations, là aussi comme pour la démographie générale, la démographie des agriculteurs et l'âge des agriculteurs est, vous voyez, très préoccupant, puisque 55 ans, c'est l'âge moyen des agriculteurs sur l'agglo. C'est quand même très très âgé, et ça en dit long aussi sur les suites, le devenir de ces exploitations. Je vous disais tout à l'heure qu'on est en train de réaliser, de terminer un diagnostic agricole et foncier, donc ça c'est le résultat, hein, c'est parmi les enseignements de ce diagnostic agricole et foncier. Vous voyez, 2 exploitations sur 3 avec l'exploitant le plus âgé, enfin qui atteint ou dépasse 55 ans. Beaucoup d'incertitudes pour bon nombre d'exploitations. Alors, bien entendu, une partie des exploitations, surtout parmi les plus petites, vont partir à l'agrandissement pour d'autres exploitations. Mais ce qui est particulièrement marquant et qui questionne beaucoup, c'est que on a finalement dans les exploitants, disons, en âge de la retraite, et largement parfois en âge de la retraite, des gens qui ne sont pas prêts d'arrêter. J'allais voir il n'y a pas très longtemps, j'étais sur une petite exploitation, quelques hectares, un monsieur qui avait à peu près 75 ans et qui m'a dit tout à fait clairement, moi je meurs ici, je ne partirai pas de mon exploitation, il faudra que quand j'en partirai, ce sera les pieds devant, quoi, en gros. Donc et ce sont des situations qui ne sont pas si rares que ça. Donc on a comme ça une immobilisation d'une partie des surfaces qui reste aux mains d'agriculteurs qui sont parfois officiellement à la retraite, mais qui continuent d'exploiter la surface minimum dont ils ont le droit d'exploiter, etc. Et puis d'autres, alors par des jeux aussi, il y a des mécanismes, l'agriculteur part à la retraite et c'est sa femme qui reprend. Donc on a tout ça, tout un tas de façons de procéder qui permettent de prolonger la vie de l'exploitation aux mains de l'exploitant qui exerce depuis 40-50 ans. Voilà. Donc tout ça, ça fait qu'on a 28%, presque 3 exploitations sur 10 qui ont un devenir incertain, c'est-à-dire les personnes ne savent pas du tout ce que va devenir leur ferme, leur exploitation, et notamment parmi les plus petites. Donc voilà, et ça représente, j'avais regardé, à peu près 10 000 hectares, les exploitations qui sont détenues par des agriculteurs de 55 ans et plus. 10 000 sur 30 000. Voyez. Alors, autre aspect aussi très, très caractéristique de cette agriculture locale, c'est la spécialisation. Alors, bon, on ne va pas faire de dessin, il y a très peu d'ateliers autres que le bovin-viande. Alors, quand on dit bovin-viande, c'est la vache allaitante. Donc, c'est soit le veau de lait sous la mer, qui est une production spécifique au sud-ouest et particulièrement au bassin limousin, corrézien, etc. Enfin, bon. Et puis également, d'accord, déjà, on ne se rend pas compte, d'accord. Et l'autre partie, vache allaitante, c'est ce qu'on appelle le broutard et le veau d'Italie. Donc, c'est des animaux qui ne sont pas finis et qui partent pour être finis en Italie ou sur d'autres bassins de production. Donc voilà, et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la valeur économique de ces productions est très faible et le revenu tiré de ce type de production, surtout le broutard, est très faible pour les exploitations spécialisées dans ce type de production. Vous voyez, on le voit ici, ce qu'on appelle production brute standard, pour faire très très court, c'est le potentiel économique de ce type de production-là, et il est en deçà même du potentiel de la Corrèze, et très très en dessous
de la production brute standard au niveau national. Donc, vous voyez, j'ai un stagiaire d'AgroParisTech qui, il y a 2 ans, avait calculé en gros, par un travail d'enquête, non pas auprès des centres de gestion, mais directement auprès des agriculteurs, qui avait calculé que dans ce type de production bovin-viande, les aides attribuées aux agriculteurs représentaient de 80 à 180% du revenu brut. Autrement dit, ça veut dire que on peut dire que certaines exploitations détruisent de la valeur ajoutée ou font de la valeur ajoutée négative. Ça fait réfléchir. Alors voilà, partant de tous ces constats et de bien d'autres, voilà sur quoi on s'est orienté. Alors un schéma, parce qu'on aime bien les schémas nous aussi, mais voyez, ce schéma, il veut dire que bon, on a un ensemble de choses sur lesquelles on voudrait s'appuyer comme levier. Alors évidemment, agriculture et alimentation, on est parti d'un angle agricole, pas agricolo-agricole, mais agricole sur le plan territorial, pour ensuite l'élargir sur l'alimentation au niveau du territoire. Et à partir de là, donc, notre démarche, notre stratégie, comme on dit des fois dans le jargon des territoires, eh bien, il est d'agir sur le foncier, il est d'agir sur la diversification, d'agir aussi sur, évidemment, la valorisation économique, et d'agir sur les marchés de proximité aussi, étant en lien avec tout ça. Alors sur le foncier, c'est un travail qu'on voudrait essayer de conduire pas tout seul. Là aussi, on a une première convention qui a été signée avec la SAFER, on a une convention qui est signée avec une convention générale signée avec la Chambre d'agriculture, et on voudrait, après le diagnostic agricole et foncier qui est en train de se terminer, travailler aussi sur de la veille foncière, mais travailler aussi sur essayer d'avoir une emprise sur foncière, petite emprise foncière, et pouvoir installer des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs en général, soit en espace test, soit directement sur une plateforme d'installation. Donc là, pour l'instant, on est en train de prospecter sur le plan foncier pour pouvoir mener dans les 2 ans qui viennent, c'est dans l'année qui vient ou les 2 ans qui viennent, ce type de projet. Et on bâtit, pour faire très très court, ces projets, et notamment l'espace test. On est en train d'y travailler avec la Chambre et le lycée CFPPA voisin, ainsi qu'une association régionale qui s'appelle Paysans dès demain, qui est un relais de l'organisation nationale Reneta sur les espaces tests. On travaille avec eux pour élaborer ce projet donc d'espace test. Prochainement, on a une formation justement là-dessus aussi. Donc voilà, l'une des actions qu'on est en train d'engager. Alors, plateforme maraîchère, je le disais, l'idée c'est d'installer des personnes plutôt pour des productions maraîchères, mais pas exclusivement. Pourquoi maraîchère? Parce qu'on a une offre pratiquement inexistante en légumes, et on va le voir quand il s'agit de la restauration collective derrière. L'offre est inexistante, l'offre est très très faible, et on a besoin aussi de développer cette offre pour pouvoir alimenter et développer les possibilités d'achat en local pour la restauration collective. Alors, il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Demain, justement, on a une formation avec des agriculteurs là-dessus. On est en train de travailler à un projet de création d'un atelier collectif de transformation de produits agricoles. Pourquoi ? Au départ, on avait un petit noyau d'agriculteurs intéressés, et puis quand on a parlé avec eux, on s'est dit que peut-être ça serait bien d'assembler de voir un petit peu quels étaient nos objectifs communs. Et du petit projet d'atelier des agriculteurs au départ, c'est devenu un projet un petit peu plus conséquent, puisqu'aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir un outil qui permette de traiter déjà, de découper, traiter, enfin transformer une centaine de tonnes de carcasses, toutes multi-espèces, mais aussi de travailler les produits végétaux. Demain, peut-être, on aura de la carotte, on aura de la betterave, on aura de la pomme de terre, on aura peut-être d'autres légumes qu'on pourra aussi travailler dans cet atelier. Le but aussi, si cet atelier se fait, parce qu'on n'est encore qu'à l'étude de faisabilité, et même si on a aujourd'hui un noyau de producteurs qui est très intéressé, on va arriver très vite au stade des engagements là, dans les toutes prochaines semaines.
On a déjà exploré les possibilités de financement de l'atelier. On a quand même de bonnes raisons de poursuivre ce projet-là aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de faire un atelier qui permette, qui soit un outil géré évidemment par les producteurs eux-mêmes, pour leurs propres besoins en circuit court, et qui soit aussi un outil au service du territoire, entre autres pour la restauration collective, naturellement. Le but, c'est d'arriver à faire en sorte que peut-être demain, ou dans 2, 3 ans, 4 ans, il puisse y avoir 15 tonnes, 20 tonnes, 25 tonnes de viande qui sortent de cet atelier pour alimenter les cantines scolaires. Et qui plus est, que cet atelier soit aussi le moyen d'organiser une plateforme pas de commercialisation, mais déjà d'organisation de la filière locale, que ce soit pour la viande ou pour les végétaux. Donc un lieu où on puisse regrouper, où on puisse redispatcher, qui puisse être aussi, répondre aux appels d'offres, etc., etc. Donc une structure adjointe à cet atelier qui pourrait être plus particulièrement spécialisée autour de ces besoins de restauration collective, de restauration, y compris peut-être pour alimenter des restaurants de ville, etc., etc. Voilà, donc c'est un des projets imminents, parce que ce projet-là, les arbitrages vont intervenir sans doute assez prochainement, dans début d'année prochaine, hein, et déjà au prochain conseil communautaire, on aura les premiers arbitrages là-dessus, ne serait-ce que par rapport à des financements. Et c'est un projet qui devrait pouvoir commencer à être mis sur le papier avec maîtrise d'œuvre, etc., peut-être avant la fin de l'année 2017. Donc c'est demain. Hein. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais on n'a pas compétence, l'AGLO n'a pas compétence en matière de restauration collective. Ceci dit, on commence à travailler sérieusement là-dessus. Pour l'instant, timidement, mais on a une approche, on a commencé à approcher les choses et à travailler avec quelques communes volontaires sur ces sujets-là. Et on est en train d'organiser un projet, là aussi, de formation et d'action spécifique et thématique, là aussi avec plusieurs acteurs, dont Manger Bio, dont Interbio Limousin, mais aussi la Chambre d'agriculture, les communes naturellement qui sont directement concernées, puisqu'elles ont la restauration collective en régie. Et donc, nous, on essaie de se positionner en coordinateur, animateur, en apportant du service autour de ces sujets-là. Et ça sera l'un des volets du projet, là aussi, du programme national alimentaire pour lequel on est en train de candidater également, avec d'autres partenaires. Ça sera l'un des volets de notre programme pour les années qui viennent. Donc on est aussi en train de déployer un certain nombre de projets et d'idées là-dessus. Voilà, et on a une opération assez particulière qu'on a lancée grandeur nature cette année, le mois dernier, qui s'appelle Mon territoire a du goût, et qui est une manifestation d'une semaine. Pourquoi ? C'est un événementiel, mais un événementiel, il y a des choses qui s'y voient, il y a des choses qui se voient moins bien. En tout cas, on voulait faire des choses qui se voient parce que, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, ces projets que l'on mène autour de l'agriculture et de l'alimentation sont des projets de long terme. Et pour voir des changements, déjà il faut le recul de plusieurs années, ça a été indiqué tout à l'heure. Et puis, même si on construit des choses en dur, encore faut-il que derrière, il y ait aussi du fonctionnement pour qu'on puisse en voir les effets. Et même pour arriver aux arbitrages de faire des choses en dur, des fois il se passe des années. Nous, si on arrive à commencer notre projet d'atelier collectif de transformation en 2017-2018, ça sera un record parce que tous les exemples, toutes les expériences dont on a connaissance, c'est plusieurs années qu'il faut pour arriver à ces fins. Donc on a considéré qu'il fallait qu'on organise une manifestation. Alors là, nous, elle dure une semaine. Ça nous permet d'avoir une journée grand public, en fait, le dernier jour de cette semaine-là, qui est un dimanche, et toute la semaine qui précède, un tas de manifestations, un tas d'opérations, avec la restauration collective, avec des apprenants des métiers de bouche, le CFA par exemple, des rencontres d'agriculteurs, avec une journée autour de la gouvernance alimentaire,
avec des animations en direction des ALSH, centres de loisirs, ou du périscolaire. Ça, c'est aussi donc voilà, donc on essaie d'avoir aussi pendant toute cette semaine-là des actions éducatives, des actions d'information, des actions de vulgarisation, table ronde, projection, débat, etc., qui permettent d'aborder ces questions d'agriculture, d'alimentation et de réfléchir avec d'autres acteurs. Et cette année, on a eu l'excellente surprise de voir spontanément plein d'acteurs différents nous dire on aimerait bien s'associer à votre manifestation et on a quelque chose à proposer. C'est pour ça qu'on a eu un programme très très fourni pendant une semaine, parce qu'on a pu comme ça proposer au public toute une gamme, tout un éventail, tout un échantillon de manifestations tous les jours différents, avec des publics très 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 différents. Et on a fait appel à des agriculteurs pour intervenir face à des jeunes apprenants, face à des apprentis, face à des enfants, etc. Et donc c'était tout à fait riche et utile, parce qu'en même temps ça permet de poursuivre la mobilisation et de décloisonner un peu les choses et de sortir un petit peu des cadres habituels. Et bon, on est plutôt satisfait, et l'ensemble des gens qui ont participé à ça étaient tout à fait satisfaits. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de préparation, mais c'est assez riche et satisfaisant quand on évalue et quand on voit les résultats de tout ça. Donc voilà, aujourd'hui on en est là, où on en est, contrairement à ce qu'on a dit peut-être en introduction, nous on n'a rien à montrer, on n'a pas de recul, on est... Jackie disait tout à l'heure, on est toujours à un moment je sais plus, charnière ou voilà, quelque chose comme ça. Moi je dirais qu'on est toujours à un moment charnière de quelque chose. Nous aussi on est à un moment charnière, parce que là on va commencer à avoir des arbitrages importants, des choses qui vont se décider, et il va falloir que la communauté de communes, maintenant communauté d'agglos, se décide, parce que demain si on fait cet atelier de transformation, c'est un investissement entre 1,1 million et 1,3 million. Donc c'est pas... Évidemment, quand on dit on met 1 million tous les ans sur les routes, ça pose pas trop de problèmes, parce que c'est presque naturel de refaire les routes et d'y mettre le budget qui convient, et que si on commence à rabioter le budget des routes, il y aura beaucoup d'élus qui vont dire oh là là, attends, le programme routier, il faut pas le... Voilà. Alors que... Voilà, j'ai fini. Merci de conclure. Alors, je vous montre juste voilà, quelques illustrations. Vous voyez, ça, ce sont des photos qui ont été prises en octobre. Les personnes là, sauf le garçon à la casquette rouge, là, mais les personnes qui sont autour, ce sont des agriculteurs. Ici, c'est une manifestation qu'on a après l'heure du conte. C'était un conteur qui était venu raconter un conte sur justement le goût, la nourriture, l'alimentation, etc. Et juste après l'heure du conte, à la médiathèque intercommunale, on a organisé un goûter fait à partir de produits de l'agriculture locale. Il y avait des fromages, il y avait des confitures, du miel, des jus de pommes, du pain paysan, etc., etc. Là, c'est la manifestation grand public. On avait un espace où il y avait des ateliers culinaires avec, là c'est en l'occurrence des enfants, mais on a fait la même chose on a eu des chefs restaurateurs qui ont participé, etc., du territoire, qui ont participé, donc c'est tout à fait riche. Là, on avait aussi cette même semaine-là organisé une session alors de formation, d'échange et de rencontres avec des personnels de cantine, cuisiniers, cuisinières, et le cuisinier qui est au milieu avec sa blouse blanche, là, son tablier blanc, c'est un cuisinier d'un restaurant de Rochefort, d'un restaurant oui glissé de Rochefort-sur-Mer, qui fait partie du collectif Les Pieds dans le Plat, et qui est quelqu'un qui est venu faire cette formation chez nous, et on va démultiplier, enfin en tout cas multiplier ce type de manifestation avec les cantiniers, cantinières du territoire, volontaires bien entendu. Là, on a c'est la dernière que je vous propose, là, comme diapo, des petites photos qui montrent une visite d'un atelier collectif de transformation qu'on a réalisé. Là, en l'occurrence, c'était à Saint-Céré dans le Lot. Et on a le groupe d'agriculteurs, quelques membres du noyau d'agriculteurs avec lequel on travaille sur ce projet-là, constitué d'ailleurs en association de préfiguration, avec qui on travaille pour réaliser ce projet-là. Voilà. Donc, en résumé, on est en train vraiment de prendre un tournant sur cet agglo. Il y a 3-4 ans il y a 4 ans en arrière, on m'expliquait que ça n'était pas du tout dans les priorités de l'agglo de travailler sur ces champs-là. Et maintenant, on est en train
renverser la vapeur. Les choses ne sont pas gagnées, parce qu'il y a encore tout à faire, beaucoup de choses à faire pour arriver à légitimer ce type d'intervention au sein d'une agglo, et notamment d'un conseil communautaire qui représente, encore une fois, plus de 80 délégués des diverses communes. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci.